Alors, Marie, est-ce que tu es connectée, Marie? On va en profiter, on va commencer tout doucement. Je suis là. Super. Bah, écoute, top. Bonjour à tous et à toutes. Et Et, Marine nous rejoint. et Désolée pour Marine vient de les nous problèmes rejoindre. techniques. Il n'y a pas de problème. Bah, écoutez, merci à tous d'être connectés pour ce webinaire sur l'expérience collaborateur. Comment créer les conditions durables de l'engagement. Sujet important qu'on traite de plus en plus. Alors, on le traitait beaucoup avant la crise, on le traitait beaucoup pendant la crise et on est en train de le traiter beaucoup en sortie de crise, en espérant que c'est la sortie de crise. Je vais me présenter très brièvement et je vais laisser la parole du coup à nos invités. Moi, je suis Kazem Tabrizi, je suis associé fondateur du cabinet Tenzing. Je ne vais pas vous en dire beaucoup plus, mais vous aurez l'occasion de voir tout ça sur notre site ou n'hésitez pas à prendre contact après. On intervient pas mal sur des sujets divers et variés. On a beaucoup travaillé sur les sujets RH et d'expérience collaborateur à différents niveaux. Et on voit depuis 3-4 ans, je vais le dire comme ça, le sujet de l'engagement des collaborateurs comme étant un sujet de plus en plus important au sein des entreprises. Et puis, en tant qu'entreprise engagée, on s'est aussi posé la question du lien entre l'engagement que l'entreprise prenait à titre, je dirais, de lien avec sa raison d'être et donc ces engagements qui sont associés et les engagements des collaborateurs. Je pense que ce sera des sujets qui seront intéressants de partager ensemble. Un tout petit mot avant de vous présenter et de présenter rapidement nos deux invités pour vous dire qu'on a 1 heure ensemble, 45 minutes où vous aurez l'occasion d'écouter du coup les expériences et les analyses de Marine et de Marie, que je remercie d'avoir accepté d'ailleurs l'invitation. Et puis on a décidé d'ailleurs impulsé sous nos réunions de préparation de créer aussi quelque chose d'un peu interactif, c'est-à-dire vous mettre dans l'action. Donc il y aura 3 sondages durant ces 45 minutes d'intervention pour recueillir un peu vos points de vue et puis ça permettra du coup à nos deux invités de rebondir. Voilà, j'en dis pas beaucoup plus, je vais pas faire de longs discours. Je vais encore une fois remercier Marine Hénin, qui est DRH du groupe Bonduel, et Marie Benedetto-Meyer, qui est sociologue du travail, de participer à ce webinaire et je leur laisse la parole pour se présenter. Marine, est-ce que tu es d'accord pour commencer? Avec plaisir, merci Kazem. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui sur un sujet passionnant. J'aimerais autant vous entendre que m'écouter. Donc j'espère que je pourrai vous le dire. Donc en un mot, moi j'ai un parcours purement RH. J'ai travaillé rapidement comme consultante en haut placement et depuis 20 ans des RH dans des entreprises industrielles, familiales, internationales. D'abord dans l'automobile pendant 8 ans, puis chez Le Safre comme DRH France, puis groupe pendant 14 ans. Et depuis 1 an et demi chez Bonduel comme DRH du groupe. À part ça, je suis maman de 3 jeunes filles, 20 ans, 18 ans et 16 ans. Je suis spécialisée et ravie de l'être. Et puis, je suis très intéressée par d'autres domaines comme le sport de haut niveau, notamment mon sport favori, c'est le volleyball, un sport d'équipe par excellence. Et puis, l'éducation et en particulier la méthode Montessori, qui m'inspire beaucoup. Voilà, dans mon métier de DRH, pour faire les liens entre la croissance, l'apprentissage, la performance et la confiance dans l'équipe. Ce sont des sujets qui me passionnent. Vous savez tout. Merci Marine. Marie, Oui, bah merci beaucoup pour cette invitation. Hein. Je partage l'enthousiasme de Marine. On est ravis de prendre un peu le temps de réfléchir et d'échanger. Même nous, les universitaires, on court après le temps et on aime bien se poser de temps en temps et se dire, mais finalement, voilà, telle notion, à quoi ça renvoie? Donc moi, je suis sociologue du travail, des organisations. Je suis maîtresse de conférences, puisqu'on va féminiser maintenant ces noms-là, maîtresse de conférences dans une école d'ingénieurs à Troyes qui s'appelle l'UTT. Et ma spécialité en tant que sociologue du travail et des organisations, c'est le numérique au travail. Et donc, depuis très longtemps, depuis ma thèse, je travaille sur les transformations des métiers, des organisations, en lien avec ce qu'on appelait l'éthique, puis le numérique, puis le digital.
et je viens de sortir un ouvrage, je fais un peu de pub, j'en profite, Bien, avec Anka Bobok, qui est sociologue chez Orange. On a sorti un bouquin qui s'appelle Sociologie du numérique au travail chez Armand Collin. Voilà. super. Vous avez vu, je vous ai fait une promesse en tout début de webinaire en disant on va vous mettre tout de suite au travail. On va vous rendre aussi acteur de ce webinaire. Donc on va commencer par un premier sondage avant même qu'on pose les premières questions. Donc vous avez tous la possibilité de voir le sondage directement et d'y répondre. Et la première question, c'est qu'est-ce que selon vous recouvre l'engagement des collaborateurs? Donc on vous a mis 6 possibilités. Donc n'hésitez pas à nous soumettre votre vote pour qu'on puisse réagir par rapport à ça. Donc on va faire un webinaire interactif. Donc on va se laisser une petite minute, si ça vous va, et puis ensuite je poserai la question du coup en commençant par Marie. Est-ce que tout le monde voit le sondage? Stéphanie, tu vas pouvoir m'aider là-dessus. Absolument. Du coup, on a 19 votes actuellement et on a une majorité de personnes qui répondent tout à la fois, suivies de près par la motivation au travail et l'épanouissement et le bien-être au travail. Super. Donc par rapport à la question, hein, je le redis, on avait posé la question de qu'est-ce que recouvre l'engagement des collaborateurs, la motivation au travail, la fidélisation à l'entreprise, la satisfaction vis-à-vis du métier, l'investissement dans l'entreprise en dehors de son travail, l'épanouissement et le bien-être au travail, ou tout à la fois. On a fait un all inclusive. C'est les périodes de vacances, il ne faut pas hésiter à prendre des all inclusive. Mais du coup, pour revenir à tes travaux, Marie, en tant que maîtresse de thèse, comment est-ce qu'on définit l'engagement et pourquoi est-ce que cette notion, elle revient aujourd'hui à la mode? Est-ce qu'elle est d'ailleurs récente ou pas? Non, l'engagement au travail, c'est une notion qui est aussi ancienne que la sociologie du travail, notamment la motivation. La motivation, c'est vrai que c'est un grand sujet à la fois en socio et en psycho du travail. Alors moi, je vais parler de la socio du travail. Ce que je trouve très intéressant là dans le sondage tel qu'il a été formulé, alors c'est pas très étonnant que la réponse tout à la fois, qui est évidemment la question, on conseille aux étudiants de ne pas proposer ce genre de réponse quand ils font des questionnaires, parce qu'on sait que c'est très tentant de cocher la question, la réponse, un peu de tout ça. Plus sérieusement, dans les questions là, qui sont posées, on voit que les réponses, elles vont vers motivation au travail, si j'ai bien compris, épanouissement et bien-être au travail. Moi, je trouve ça intéressant que ce soit ce terme travail qui soit choisi, puisque vous voyez qu'il y avait travail, entreprise et métier. Moi, j'aime bien distinguer ces 3 niveaux. Il y a l'engagement dans le travail qui renvoie alors à des questions, j'ai envie de dire, plus sociétales, sur la place du travail dans notre société et dans nos identités. En fait, on sait que le travail est constitutif de nos identités sociales. On se définit très souvent par son activité professionnelle. Et en même temps, ça fait très longtemps qu'on nous prédit que la valeur travail, elle va perdre un peu de sa superbe et qu'à un moment donné, avec la diminution du temps de travail, etc., on risque de perdre cette valeur. Or, toutes les études montrent à chaque fois qu'en fait, elle est extrêmement présente. Donc, l'engagement dans le travail, c'est déjà s'engager dans le fait de travailler. En fait, les études montrent que on peut distinguer des gens qui sont engagés de manière un peu pragmatique dans le travail, c'est-à-dire en fait, je travaille pour la rémunération ou parce que
j'aimerais bien ne pas le faire, mais je suis obligée. Mais ça n'empêche pas qu'ils aient quand même une perception positive de leur activité. J'y vais parce que c'est obligatoire, mais en fait, j'y cherche quand même des liens de sociabilité, je cherche quand même un certain épanouissement. Et puis, on va avoir des gens qui vont avoir une dimension beaucoup plus expressive dans le travail. Je vais travailler parce que j'y recherche vraiment un développement personnel, parce que c'est peut-être au centre de mon identité à moi. Alors, ça peut être articulé avec ce que disait Marine, hein, des engagements dans la vie personnelle, des engagements associatifs. N'empêche que le travail, il fait vraiment partie de son développement personnel. Et dans les statistiques, hein, on voit que, alors c'est assez intéressant parce qu'il y a des variables évidemment individuelles hein, qui vont jouer selon son parcours, selon son diplôme. Plus on est diplômé, sans surprise, hein, plus on va avoir plutôt une recherche d'épanouissement au travail. Les femmes aussi hein, se recherchent plus le développement personnel. Et les jeunes, ces fameux jeunes dont on parle tout le temps, bah, les jeunes, ils ont aussi un très fort attachement à la valeur travail. Hein. Contrairement à ce qu'on peut dire parfois, c'est quelque chose de très important pour eux. Ça, c'est le niveau du travail. Vous avez posé la question, la fidélisation à l'entreprise. On peut aussi dire que l'engagement, c'est l'engagement dans une entreprise. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui a tendance à s'effriter depuis le chômage de masse. Hein. Par exemple, les cadres, on les nommait en sociologie. Il y a eu un beau bouquin qui était sorti dans les années 80 qui s'appelait « Le salariat de confiance ». Les cadres, c'était les gens qui s'investissaient beaucoup dans le travail parce qu'en retour, ils savaient qu'ils avaient des perspectives de carrière et qu'ils avaient une rétribution finalement à la hauteur de leur investissement. Ça s'effrite au moment de l'arrivée du chômage des cadres hein, et depuis, on a du mal finalement à trouver un engagement dans l'entreprise. On risque d'aller un peu plus vers des situations de défiance. Hein. Et donc, je crois que c'est un peu au cœur de notre sujet, hein, c'est comment trouver du sens pas seulement dans le travail, mais aussi avec toute cette question de la raison d'être et de la mission de l'entreprise, hein, retrouver aussi du sens vraiment dans le travail. Hein. Alors, peut-être que ça ne veut pas dire forcément une fidélisation. Vous savez, globalement, on sait qu'il y a une polarisation des trajectoires. Il y a des gens qui vont bouger de plus en plus et de plus en plus vite d'une entreprise à une autre, qui vont avoir des trajectoires avec une très très forte mobilité. Et puis vous avez d'autres salariés, moins diplômés, moins parisiens, etc., qui vont par contre rester très longtemps dans leur entreprise. Donc c'est vraiment une polarisation avec deux catégories de salariés qui commencent vraiment à se distinguer très fortement. Donc ça pose la question de l'engagement dans l'entreprise. Qu'est-ce que je cherche? Est-ce que je suis juste là pour un deal, hein, pour une ligne sur mon CV et puis partir ailleurs, ou est-ce que ça va un peu plus loin? Et puis j'ai envie de dire, la troisième hein, que vous avez posée, c'est la satisfaction vis-à-vis du métier. Et ça, c'est extrêmement important et ça va être aussi quelque chose, je pense, dans la discussion très fort, hein, qui est finalement l'engagement dans un collectif de travail. Et là, c'est vrai aussi que j'ai envie de dire, avec des formes organisationnelles de plus en plus complexes, hein, avec des organisations matricielles, avec des organisations de plus en plus flexibles, de plus en plus fluides, on a des collectifs qui ont tendance à s'effriter aussi. On a des équipes de moins en moins stables, on a des appartenances multiples. Je fais partie de plein de projets, de plein d'équipes, etc. Alors qu'on a vraiment un besoin aussi de s'engager dans un collectif. Ça peut être un collectif de métier, mais c'est vrai que le métier, c'est quelque chose qui est de moins en moins facile à définir, hein, de plus en plus flou finalement, parce que ça évolue tout le temps. Et puis, j'ai envie de m'engager vis-à-vis d'un collectif. Est-ce que c'est un collectif, mon équipe avec mon supérieur hiérarchique? Est-ce que c'est un collectif de métier? Est-ce que c'est une communauté? Parce qu'on sait qu'il y a eu aussi beaucoup dans les entreprises une volonté de créer des communautés de pairs. Ça peut être des engagements multiples vis-à-vis de ces collectifs, mais il faut s'y retrouver. Il ne faut pas trop les multiplier et il faut garder des liens forts hein, et non pas seulement multiplier les liens faibles comme on peut le faire sur les réseaux sociaux hein, où on a plein de contacts. C'est très bien parce qu'on peut mobiliser ces contacts ponctuellement, mais à un moment donné, il faut aussi des liens très forts et c'est ce qu'on a vu notamment pendant la crise. Du coup, les engagements
au travail, l'engagement dans mon entreprise et l'engagement par rapport à mon métier et le collectif. Super, merci. Marine, toi, du coup, à ton arrivée chez Bonduel, qu'est-ce que tu as découvert en termes d'engagement d'entreprise et qu'est-ce que tu as souhaité mettre en place? Ah, ton micro est coupé. Merci pour cette belle définition de l'engagement. Très riche, Marie. Alors, chez Bonduel, j'ai découvert donc une entreprise de 165 ans d'histoire avec un beau terreau. Moi, il y a un sujet qui est très important pour moi et finalement, quand je parle d'engagement, parfois j'aime bien décaler un petit peu sur un mot à côté. Alors, c'est peut-être pas très heureux, mais qui est le mot de la confiance. Et la confiance est une des valeurs de Bonduel. La confiance a priori. Et donc, la responsabilisation, c'est quelque chose qui était vraiment dans le terreau de l'entreprise, parmi d'autres valeurs. Et c'est vrai que moi, je trouve que la confiance et l'engagement sont très proches. C'est la confiance en soi, la confiance dans l'entreprise qui va avoir un impact positif, la confiance dans le management, la confiance dans son avenir, son employabilité, son métier, la confiance dans les autres, en effet. Quand j'ai une difficulté, est-ce que je pourrais être avec d'autres dans un collectif? Et globalement, effectivement, chez Bonduel, j'ai eu la chance d'arriver à un moment où le CEO de Bonduel, qui s'appelle Guillaume Debrosse, avait décidé, au sein de l'entreprise, d'enclencher finalement un mot un peu galvaudé en ce moment, des transformations. Et il m'a demandé de le rejoindre pour l'accompagner, notamment sur le développement de la culture, transformation collective. Je vous épargne les détails sur la façon dont les choses se sont mises en place, mais globalement, ce que je peux vous dire, c'est que on a, au moment du démarrage de la crise du Covid, il se trouve qu'on avait eu un COMEX juste avant et on avait décidé de reformuler notre raison d'être, notre mission, parce qu'on pensait que le travail qui avait été fait il y a 8 ans nécessitait d'être réapproprié par les équipes et que le monde avait changé et que l'urgence vis-à-vis de la planète était plus forte encore. Et donc, on a décidé de reformuler notre mission, qui est de contribuer à la transition alimentaire par l'alimentation végétale pour renforcer le bien-être des hommes et des femmes et préserver la planète. Alors, ça paraît être des mots, mais pour nous, c'est extrêmement important. Il y a 3 dimensions majeures. C'est vraiment être très proactif sur l'alimentation végétale et ce que ça peut apporter. Et donc, ça recouvre énormément de choses sur la nature de nos produits et notre offre à nos consommateurs. La préservation de la planète, parce qu'on est en fait un acteur majeur des cultures, et donc culture régénératrice, la pollinisation, et puis l'impact carbone, évidemment, les emballages. Et aussi le bien-être au sein de l'entreprise, le bien-être de nos consommateurs, le bien-être de nos stakeholders. Donc, c'est vraiment nos enjeux et on a une autre transformation en cours qui est d'être certifié B Corp, puisqu'on a la conviction que ça va nous aider à être une entreprise à un meilleur impact dans le monde. Et ça vient vraiment d'un projet porté par les actionnaires depuis de nombreuses années, qui est le sens des responsabilités autour de nous, pour la cité au sens large. Donc, on a nommé notre mission. Et puis, on s'est dit, du coup, il faut qu'on revisite notre stratégie. Et donc, on a formalisé une stratégie en 5 axes. Un axe sur la croissance durable, avec croissance durable, donc 2 axes, la croissance et évidemment notre efficience. Un axe sur le food, j'en parlais il y a un instant, et sur la planète. Et puis, un dernier sur les hommes et les femmes de l'entreprise, qui est à la fois sur la partie croissance, mais aussi sur l'impact positif. Et puis, pour mettre en œuvre cela, on a décidé de travailler sur une norme relative à la culture et à la manière dont on travaille ensemble. Et on a formulé un leadership model qu'on a d'abord formulé en considérant que chaque collaborateur parmi les 14 000 collaborateurs de Bonduel pouvait développer du leadership, prendre des initiatives, avoir une voix, dire des choses. Et donc, on a nommé les 4 attitudes qui sont, on l'a nommé autour d'un acronyme qui s'appelle BICOM, qui, comme son nom l'indique, exprime qu'on n'est jamais arrivé, on est en devenir, on est toujours sur le chemin. Et 4 lettres qui sont collaboratif, ouvert au changement, mission driven, donc motivé par la mission,
et empowered, c'est-à-dire engagé. Donc ces 4 attitudes sont des attitudes qu'on veut voir développer dans le groupe. Et on a nommé 35 personnes qui représentent tous les métiers du groupe, toutes les business units, tous les pays ou une partie des pays, pour nous dire, OK, si on veut développer ces 4 attitudes dans le groupe, puisqu'on croit à ça, pour réussir tous nos enjeux de transformation et notre mission, alors qu'est-ce qu'il faut changer dans les règles du jeu pour promouvoir ça? Et ils nous ont fourni en fait 4 thématiques assez classiques, mais sur lesquelles on travaille au quotidien maintenant. La première, c'est la décision au plus proche de l'action. Et ça veut dire que celui qui décide, il a une responsabilité, il est honoré de pouvoir décider, et donc il prend en compte le bien commun et les personnes qui l'entourent. Le deuxième point, c'est tout le monde a la possibilité de s'exprimer. Donc, everyone has a say, désolé, on a exprimé tout ça en anglais. Le troisième, c'est à travers Bonduel, Across Bonduel, qui est comment on est moins siloté. Et le dernier, c'est Learn and Challenge, comment on devient une entreprise apprenante et on ose se challenger les uns les autres. Et tout ça forme un autre acronyme qui s'appelle DEAL. Et donc, on a Become, Attitude pour tous, et DEAL, qui sont les règles du jeu que chaque équipe, que chaque manager d'équipe, que chaque chef de projet a comme responsabilité de créer, de mettre en place, donc créer les conditions. Je parlais de Maria Montessori tout à l'heure, créer les conditions de la confiance pour que chacun puisse prendre ses initiatives et bien collaborer avec l'ensemble. Et le fait d'être drivé par la même mission, finalement, nous permet de développer la fierté des collaborateurs et nous permet surtout de nous retrouver sur des arbitrages. Et comme disait Guillaume Debrosse lundi matin, quand on exprimait tout ce nouveau programme d'entreprise qu'on appelait Inspire, il exprimait ne me demandez pas de choisir entre la performance durable et l'impact positif, c'est les deux. Et on a la conviction que même si ça représente un coût, l'un, en fait, peut aider l'autre, puisqu'aujourd'hui, chacun d'entre nous votons par la façon de consommer et qu'une entreprise qui cherche à se développer sur son impact positif doit aussi avoir un certain succès et finalement rencontrer les attentes des consommateurs. Je crois que j'ai déjà beaucoup trop parlé, mais voilà ce qu'on est en train de faire. Et on est en plein milieu avec en plus une transformation digitale, donc Bicorp, transformation digitale, transformation collective. Et on a grand espoir que ce programme nous aide en fait à être une entreprise à impact positif et performante dans la durée. Tu fais donc le lien qu'on évoquait tout à l'heure en introduction entre l'engagement de l'entreprise et l'engagement du coup des collaborateurs. Si je fais le lien avec ce que disait Marie tout à l'heure, c'est la partie engagement par rapport à l'entreprise. Tu as évoqué également aussi l'engagement dans mon métier, dans le collectif, parce que ce que tu as évoqué, c'est ça fait 1 an et demi que tous ces travaux ont commencé, et donc par définition, ils ont traversé la crise du Covid. Qu'est-ce qui a été de particulier du coup pendant cette crise qui a amené finalement le groupe de 35 à continuer à se réunir, à se voir, enfin réunir, j'imagine à distance, mais à continuer cette démarche malgré tous les problèmes qu'on a connus en 2020. C'est un engagement fort quand même. Oui, tout à fait. C'est vrai que nous, on a pris le parti de non seulement gérer la crise, et on avait, comme beaucoup d'entre nous, à poursuivre notre mission dans le monde qui est extraire le meilleur de la terre et mettre à disposition les légumes au plus grand nombre. Et en même temps, on a voulu continuer à progresser sur nos sujets de transformation. Ce qui a été vraiment majeur pour nous dans cette crise, et en fait, on a sans le vouloir, je crois, trouver un peu une formule magique qui va maintenant, qui va être de notre devoir d'essayer de faire poursuivre et qui n'est pas évident. En fait, très vite, on a compris que tout ça allait se jouer sur le terrain, et donc on a défini 3 objectifs clairs, simples pour tout le monde, en disant au-delà de ça, vous êtes autonome et faites tout ce qui est bon pour gérer cette crise. Les 3 règles, c'était très simple. C'était petit 1, protéger tous les collaborateurs. Donc, vous mettez tout en œuvre dans les usines, et croyez-moi, ça a nécessité beaucoup de changements sur les équipes devaient plus se croiser, les vestiaires étaient transformés, les horaires étaient transformés, les équipements de travail de la même façon, toutes les routines, et donc moins de temps pour produire. Et en fait, on était très vite en pleine campagne, c'est-à-dire le moment où on reçoit les légumes pour les transformer. Et donc 3 règles très simples. Vous protégez les collaborateurs, vous continuez l'activité parce que on a un rôle à jouer et on peut pas se permettre d'arrêter. Et le 3e, on évite de propager le virus. Et en fait, les équipes sont parties comme ça, et un petit peu comme, désolé, je vais refaire le parallèle avec l'éducation et Maria Montessori, qui fait des classes de plusieurs niveaux, où le plus grand
montre aux plus petits. En fait, on a eu les premiers touchés chez nous qui étaient en Italie. Et donc, les autres pays d'Europe ont pu observer ce qui se passait chez le grand frère, l'italien, et les Américains regardaient ce qui se passait en Europe. Et ils ont beaucoup appris pour anticiper la gestion. Ce qu'on a fait au niveau de l'équipe de direction, c'est qu'on a observé. On a observé, comme l'instit dans la classe, ce qui se passe et comment l'élève travaille. On a observé et on a valorisé. Donc, en fait, on a accéléré nos communications directes ou via des vidéos. Et au lieu de communiquer tous les mois, tous les 2 mois, on a communiqué toutes les semaines. Chacun d'entre nous a pris la parole, non pas pour donner des grandes phrases, mais juste pour dire comment on vivait la crise et comment on était émerveillé de ce qui se faisait sur le terrain. Et en fait, les conséquences, c'était quoi? C'était un dialogue social bien plus aisé que d'habitude, hein, un changement d'horaire en une nuit, alors que d'habitude, il faudrait plusieurs semaines ou plusieurs mois, être ensemble, les partenaires sociaux, face à un commun qui était le Covid. Et puis, on a eu des choses formidables, par exemple des élans de solidarité. Malheureusement, on a eu à déplorer au niveau du monde 3 décès liés au Covid. Le premier a eu lieu en Italie et notre collègue Jalil a suscité beaucoup de solidarité autour, y compris de collègues d'autres pays, également les actionnaires qui ont montré de la solidarité. On a eu des commerciaux qui ont dit « moi, je veux aller aider les équipes en usine » et qui ont été accueillis en usine. Et c'est pas rien d'accueillir des gens qui n'ont pas l'habitude de travailler dans un nouvel environnement de travail. Donc, on a eu comme ça, ne serait-ce qu'en France, une vingtaine de personnes qui ont été rejoindre leurs collègues en usine. Et puis, on a vu aussi des routines de management complètement modifiées. Au lieu que ce soit chaque semaine, c'était chaque jour, moins longtemps, plus rapide, plus de décisions. On a vu une capacité à prendre soin les uns des autres tout à fait nouvelle. Mais j'imagine qu'on n'est pas les seuls. Hein. Tout ce que je dis là, vous avez dû tous le vivre. Avec chaque fois un démarrage de conversation. Comment vas-tu? Comment va ta famille? Qu'est-ce que tu vis en ce moment? Voilà. Et tout ça a produit en fait beaucoup de comportements qui sont ceux qu'on attend, les fameux BICOM, qu'on avait à peine formulés en fait à ce moment-là. Mais c'est pour moi vraiment la preuve que en donnant quelques règles simples, en donnant toute l'autonomie et en reconnaissant ce qui est fait, en fait, on vient stimuler et favoriser l'engagement. C'est un peu je crois que Marie parlait du laisser faire, non? C'était la formule, alors je ne dois pas bien la dire, mais tu vas nous en parler en 2 secondes. Le faire laisser faire. Le faire laisser faire, voilà. Le faire laisser faire, c'est le passage de l'épicerie au supermarché. On a laissé faire les consommateurs, mais en fait, on ne les a pas vraiment laissés faire. On ne les a pas laissés comme ça aller se servir dans les rayons. On a beaucoup encadré par énormément de dispositifs et d'artefacts pour leur indiquer où, comment et pourquoi se servir. C'est cette image que j'avais utilisée. Alors moi, je trouve ça vraiment très, très intéressant. Alors, leur tourne. Alors, je vais essayer d'être rapide. Je trouve ça vraiment très, très intéressant ce qui vient d'être présenté, à la fois sur ce modèle et puis sur ce que tu as raconté, Marine, sur la crise et sur l'effet de la crise. Peut-être, pour être un petit peu provocatrice, mais je suis toujours. Il y a quelqu'un qui a mis dans le chat, c'est l'adhésion aux valeurs. L'engagement, c'est l'adhésion aux valeurs. Moi, j'ai toujours du mal avec ce terme d'adhésion parce qu'on a l'impression qu'il faut qu'on soit collé complètement là aux valeurs de l'entreprise. Et ce qui vient d'être dit, c'est qu'il faut aussi avoir une respiration. Il faut avoir aussi une individualité. Et on voit très bien là, dans ce qui vient d'être décrit, cette tension que je comprends tout à fait entre un besoin de cohérence globale et en même temps la nécessité de laisser les choses se faire, de l'autonomie et de la responsabilité. Alors la responsabilisation, c'est toujours un peu compliqué. Est-ce que c'est individuel? Parce qu'à ce moment-là, on va vers une forme d'individualisation et la quid du collectif, ou est-ce que c'est une responsabilisation collective? Et là, il va falloir un peu l'organiser et monter un peu sur du soutien, etc. Donc, il y a vraiment, on voit bien cette tension. Oui, bien sûr, il faut définir une stratégie. Oui, bien sûr, il faut la décliner. Mais du coup, c'est quand même je me permets, ça a quand même un aspect un peu descendant, ce qu'on comprend aussi, parce que, voilà, faut à un moment donné, voilà. Et en même temps, on a vu que dans la crise,
là, vous parliez d'observer. Et j'aimerais savoir comment on tient les deux, comment on définit des valeurs et comment après on va observer au plus près du terrain la manière dont elles sont appropriées. Et si c'est approprié de manière complètement différente, qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'au fond, on sait ce qui se passe. Il suffit de mettre en place des outils pour que les gens les détournent. Ça, c'est voilà, c'est comme ça. Mais tant mieux, je veux dire. Et moi, je dis toujours à mes étudiants, vous ne travaillerez jamais, jamais, jamais conformément à votre fiche de poste. Et c'est tant mieux. Mais ça, c'est difficile. C'est surtout difficile pour mes élèves ingénieurs. Mais voilà, comment on garde à la fois cette cohérence globale sans standardiser, sans uniformiser, et cette capacité pour chacun de réinventer son poste, de construire un sens pour lui et dans un petit collectif. Voilà, c'est un peu ma question. Et moi, j'apprécie aussi beaucoup la méthode Montessori. Moi, ça m'a fait penser à un économiste qui s'appelle Amartya Sen, qui est prix Nobel d'économie, et qui parle des capacités, et qui dit il faut mettre en place des environnements qui soient capacitants. En fait, c'est un peu ça, cette histoire de faire laisser faire, c'est il faut mettre en place quand même des structures, des règles qui donnent la possibilité à chacun de se saisir de ces structures comme des ressources et pas comme des contraintes pour inventer, pour innover et pour définir sa propre activité. Alors, je peux tâcher de répondre, même si je ne détiens pas la vérité, Marie. Évidemment, je vais vous donner un petit bout de la mienne, mais moi non plus, moi, je trouve que l'individu et le collectif, c'est un travail itératif permanent. C'est permanent, c'est quotidien. C'est Become et Deal que j'évoquais tout à l'heure. C'est par exemple, là, hier, je travaillais avec mon équipe sur la feuille de route, on l'a appelée Holistic HR Roadmap, où chacun des membres de l'équipe RH, donc patron talent, patron compen-ben, système d'information, et puis les DRH opérationnels, chacun a pu travailler sur des sujets, des projets. Et puis, il vient les présenter et à ce moment-là, on s'aperçoit qu'il y a plein de choses qui sont interconnectées, qu'il y a des priorisations à faire parce que si on demande en même temps, nous on est l'équipe corporate group, à toutes les équipes RH de faire les mêmes formations ou de sortir les mêmes projets, ils n'auront pas le temps. Et donc, c'est en permanence cette tension et ce plan d'ajustement entre l'individu et le collectif. Et puis, Marie, tu évoquais tout à l'heure le descendant et remontant. Là aussi, je pense que c'est souvent des allers-retours. Pour créer notre référentiel, notre modèle de leadership, on a impliqué beaucoup de collaborateurs. Alors, 300 managers pour le premier, 35 personnes, mais de toutes les organisations, de tous les niveaux pour le deuxième. Donc, parfois, c'est écouter la voix des collaborateurs pour définir des normes pour tout le monde. Et après, sur le comment ça s'inscrit au quotidien, mais ça, c'est l'expression de chacun. Puis après, c'est régulièrement revisiter les choses. Mais comment on permet à la fois la prise d'initiative individuelle et la collaboration collective? Moi, j'ai envie de dire par le sens et les règles. C'est vraiment le secret de mon point de vue. Un sens commun. Et régulièrement dans mon travail, je m'aperçois quand on bute, quand on est dans une impasse, toujours ramener, mais pourquoi? Pourquoi on fait ça? Donc, le sens et les règles, la norme. Là, on est en train de travailler sur notre transformation digitale. On commence par définir nos organisations et les process communs avant d'arriver à l'ERP, aux outils. Et on s'est réinterrogé, au fond, qu'est-ce qu'on veut être local? Qu'est-ce qu'on veut voir au global? Pourquoi le global? Il sert à quoi? Donc, c'est sans cesse se redonner la norme. Et la partager ensemble. Et une fois que la norme est claire, chacun peut prendre des initiatives, puisque normalement, ça devrait aller dans le même sens. Donc voilà, mais c'est pas simple. On passe beaucoup de temps à ça en fait. C'est beaucoup plus simple d'être top down. J'essaie une synthèse. Vous allez me dire. Ce que j'entends dans le faire laisser faire, j'ai l'impression, c'est ce que Marine, tu as fait aussi pendant le Covid et que tu vas faire aussi après ou que tu souhaites faire après, c'est définir ce que je vais appeler un cadre. Dans ce cadre, on peut mettre le sens, les règles, les normes. Chacun peut décider d'y mettre ce qu'il veut, mais définir un cadre dans lequel on donne la possibilité à l'ensemble des collaborateurs de s'exprimer, de prendre des initiatives et d'exprimer finalement leur plein potentiel. Je pense qu'en fonction des entreprises, de leur culture et de ce qui est
souhaité par aussi le top management, qui a un rôle aussi par rapport à ça. Le cadre est plus ou moins étroit ou plus ou moins grand. Ça, en tout cas, c'est une conviction personnelle, mais j'ai l'impression que ça correspond aussi à ce que vous disiez. Typiquement, Marine, quand tu disais pendant le Covid, on a mis 3 règles simples et on a été en observation. Je pense que c'est juste que le cadre a été chamboulé par rapport à une crise et on a remis en fait 3 règles qui permettaient énormément de choses. Vous ne voyez pas, mais dans l'écran, 3 règles qui permettaient énormément de choses. Et au fur et à mesure, il faudra se poser la question de savoir, est-ce que c'est quelque chose qu'on décide de rétrécir? Est-ce qu'on le garde suffisamment large parce que par rapport à Bicom et Deal, c'est ce qu'on veut travailler, ce qu'on veut entretenir? Et comment est-ce qu'on arrive à faire en sorte qu'en dehors de la crise, parce que là, on parle de sortie de crise, en tout cas, je l'espère, je nous le souhaite, comment est-ce qu'on fait pour garder ce cadre en l'état et qu'on ne revienne pas sur des modes de fonctionnement un peu traditionnels, et notamment avec des managers, et je pense que ça me permet de faire aussi la transition, mais avec des managers qui, pour certains, ont été vraiment dans l'empathie, qui ont été vraiment proches de leurs équipes, et d'autres, au contraire, qui sont restés très command and control, à un peu tout checker, même à distance, même, etc., etc. Donc, il y a aussi un travail, je pense, au niveau des managers, au niveau du top management, par rapport au cadre, au niveau des managers sur la compréhension et la manière dont ils vont appliquer ce cadre, quand on retournera dans un rythme de croisière. D'ailleurs, je ne sais pas si ça suscite des réactions de votre part, l'une comme l'autre d'ailleurs. Peut-être juste rebondir sur ces managers, hein. C'est vrai que c'est quand même les managers de proximité, c'est des grands mal aimés, hein, des organisations. On dit toujours, hein, que ils sont entre le marteau et l'enclume. C'est un métier impossible, hein, avait titré un collègue à moi. Et de fait, hein, soit ils sont complètement désincarnés dans du reporting, etc., soit c'est le petit contremaître qui vient contrôler ce que vous faites au jour le jour. Bon. Et je trouve que ce dont on n'a pas parlé, mais qui est vraiment essentiel, et je pense que Marine est d'accord avec moi là-dessus, c'est bien les acteurs relais, parce que ce qui fait le lien entre le top management et ces initiatives au quotidien, c'est bien des acteurs relais. Alors, il y en a plein des acteurs relais. Il n'y a pas que les managers. Hein. Quand on met en place justement la digitalisation, on met souvent, on y pense, hein, à des ambassadeurs, etc. Bon. Mais il y a aussi ces managers-là qui ont du mal à trouver souvent leur place. Et c'est vrai que la crise, elle les a souvent remis un peu au devant de la scène. Hein. Moi, j'ai fait une étude récemment sur les usages de Teams pendant le confinement. Et Teams, comme son nom l'indique, hein, c'est l'équipe. et c'est vrai qu'on a eu beaucoup de recentrage sur mon équipe, mon chef, c'est avec lui que je vais faire, ou même sans lui, mais quand même, c'est notre équipe, hein, qui va faire un apéro Teams, c'est là qu'on va créer un espace partagé, c'est vraiment les premières équipes qui se sont constituées, et c'est là qu'on commence tout doucement à avoir du travail collaboratif en train de se faire, pas seulement de la coordination, on se répartit les tâches, mais vraiment du travail collaboratif. C'est vraiment embryonnaire, c'est lié à la crise, et ça se passe dans des équipes bien instituées, avec le mot d'empowerment a été utilisé, hein, avec des managers qui ont cette fibre-là et qui sont sur un management de l'empowerment. Mais alors voilà, je pense que c'est là c'est un vrai levier pour pérenniser un peu cet effet lié à la crise. Hein. C'est vrai que pendant la crise, tout le monde a pris sur soi. Il y avait un effet un peu exceptionnel, il y avait cette inquiétude, cette angoisse, ça a été un accélérateur de plein de choses, parfois pour le meilleur et pour le pire. Mais voilà, c'est vrai que c'est une vraie question aujourd'hui de comment on garde cet engagement qui a été, pour reprendre le terme du débat, qui a été fort. Est-ce que c'est fort et instantané, ou est-ce que c'est fort et ça va durer? Ça, c'est la vraie question qui va se poser si en effet on arrive à sortir de cette crise, que je souhaite également. Juste peut-être pour remettre un petit peu aussi la parole à tous nos auditeurs, passer un deuxième sondage. Alors du coup pour Stéphanie, ce sera le troisième. C'est et vous, pensez-vous que le cadre et les règles soient importants pour le bon exercice de son travail et donc l'engagement? Donc si on peut ouvrir du coup ce sondage-là, le troisième sondage, on va juste changer un petit peu l'ordre. Mais comme on a pas mal parlé des cadres, des règles, du sens, et quelqu'un avait même créé une formule magique E égale MC2. On aura l'occasion d'en parler.
L'engagement, c'est les missions, la rémunération, donc le cash, et la considération, la reconnaissance. Et ça nous fait une formule physique. Donc, tous à vos claviers. Stéphanie, tu me dis si c'est bon ou pas? On est à combien? Hop. Désolée, on a un petit contretemps. Et donc là, il y a 15 votes. Il y a 15 votes. Et alors, c'est quoi le tiercé gagnant? Alors, j'arrive. Attends, parce que je ne suis pas sur le. Oui. Attends, pardon. Les aléas du direct. On est à 91 sur c'est nécessaire mais pas suffisant. C'est nécessaire mais pas suffisant. D'accord. Nécessaire et pas suffisant. Du coup, la question, c'est qu'est-ce qui serait suffisant? Alors, on a parlé des managers, des ambassadeurs, des référents. J'aime bien, c'est une bonne question piège, ça, pour nos deux invités. Donc, c'est nécessaire, les règles et le cadre, mais pas suffisant. Donc, de quoi avons-nous besoin? Est-ce qu'on peut revenir sur peut-être les managers et les fameux référents, ambassadeurs? On a des coachs, on a des champions. Enfin, dans toutes les entreprises, chacun a son terme. Comment on peut revenir au chat aussi, parce que je crois que dans les formules, on voit ce qui manque. Hein. Ouais. Il y a cette question de cash, de rémunération. Je trouve ça intéressant quand même de dire, est-ce que ça c'est un levier et comment on l'active, hein. Je disais que les gens ne travaillent pas que pour la rémunération, mais ça peut en effet faire partie ça peut faire partie des formes de motivation au travail. Donc c'est vrai qu'il y a la question du sens aussi, hein, qui revient, de l'épanouissement. Hein. C'est vrai que il y a cette question. Il y a cette question, et c'est par exemple en ce moment, hein, où on parle beaucoup des questions qu'on me pose beaucoup en ce moment, c'est est-ce que les gens vont revenir au travail? On a peur que les télétravailleurs soient tellement bien chez eux qu'ils ne reviennent pas au travail. Et là-dessus, les études montrent qu'il y a des situations très, très contrastées, en fait, hein, en fonction de variables individuelles, mais aussi organisationnelles. Hein. Et donc, je discutais avec un RH qui me disait... Hier, les gens ont envie de se cacher toujours derrière leur ordinateur, et je lui disais, peut-être qu'il faut se demander pourquoi. Hein, voilà. Est-ce qu'on a créé aussi les conditions pour avoir envie de revenir au travail? Donc je pense que ça fait partie aussi des questions autour de l'épanouissement. Alors peut-être un petit mot, puis je vais essayer de répondre à quelques questions qui ont été posées, que je viens seulement de lire, pardon. Alors déjà sur la question de la définition de l'engagement, en fait, nous donc on mesure l'engagement depuis un certain nombre d'années. On l'avait mesuré il y a 3 ans, 2018. On avait eu un score qui restait encore très médiocre. On était à 55%, et il y a quelques années avant encore en dessous. Et donc ça avait beaucoup préoccupé les dirigeants de l'époque. Et comment est-ce qu'on le mesure, ce taux d'engagement? Alors justement, là, en fait, on a cette année remesuré, on a eu les résultats début avril, donc c'est tout frais. Et on a choisi une méthode. Alors je vais faire un peu de pub, parce que quand on a une bonne adresse, c'est bien de la partager, avec l'entreprise qui s'appelle Open Square. Et en fait, eux, ils ont défini donc 24 questions, plus quelques questions customisées, quelques questions ouvertes. Mais la mesure de l'engagement, elle est basée pour eux sur 4 questions qui sont est-ce que je suis fier de travailler pour mon entreprise? Est-ce que je pense rester dans la durée? Est-ce que je recommande mon entreprise à des proches? Et est-ce que je suis prêt à faire l'extra mile pour cette entreprise? Donc ça, ce sont les 4 questions. Et en fait, sur l'ensemble des 24 questions, la mesure, elle est avec des questions assez émotionnelles. Alors, j'ai plus les choses en tête, mais je vais vous les faire globalement, avec soit oui, extrêmement enthousiaste, satisfait ou très engagé, soit quelque chose au milieu, ou soit carrément ça va jusque je suis en colère par rapport à ce sujet-là, ou je suis insatisfait, etc. Et donc ce sont des questions qui sont plus autour de l'émotion.
Et les trois réponses sur 9 qui sont vraiment sur le positif, jusqu'à très enthousiaste, alors j'ai plus en tête le terme exact. Et donc cette année, le résultat qu'on a obtenu est en dessous de nos attentes, mais et commence déjà à ressembler à quelque chose de très bien, parce qu'on a 68% de personnes qui sont engagées et qui ont répondu sur la partie des 3 questions les plus positives. Et on a un objectif à 75%, donc à 2025. Alors, du coup, qu'est-ce que l'engagement et quels sont les leviers de l'engagement? Parce que c'est une des questions sur le chat. En fait, j'imagine que ça dépend de chaque entreprise et de là où on en est. Et nous, ce qui nous est ressorti, alors c'est sur 14 000 collaborateurs, on a eu 90% de personnes qui ont répondu au questionnaire. Donc ça, c'est énorme. Et en fait, alors qu'on avait des gens en usine postés, qu'il fallait libérer, etc. Donc il y a vraiment, c'est vraiment une enquête qui a suscité de l'adhésion en termes de participation, en tout cas. Et en gros, on a identifié nos leviers. Alors, ce qui est intéressant, c'est de se rendre compte que parfois, des domaines où on est fort, en fait, avec l'intelligence artificielle, ils ont été capables de faire des liens entre certaines questions et l'engagement. Et ils ont pu nous dire qu'on avait un très bon score sur l'impact du leadership du groupe et que pourtant, c'était aussi sur cette question-là qu'on pouvait aller encore plus loin. De la même façon sur la mission et sur l'impact positif de l'entreprise. On a identifié qu'il y avait sur le well-being, donc le bien-être au travail, qui est un de nos enjeux de la mission, il y avait de gros progrès à faire et qu'on pouvait aller plus loin avec des points très positifs sur le côté prendre soin des collaborateurs, caring, mais en même temps des sujets très concrets, très bêtes, mais sur lesquels, sur le sujet de l'hygiène dans les usines, de la maintenance, une corrélation entre la maintenance, le niveau de maintenance dans une usine et l'absentéisme. On a aussi identifié, on a beaucoup de mal à pourvoir les postes en usine aux États-Unis, compte tenu du contexte local, et ça devient un problème majeur pour nos usines. Et on a identifié qu'en fait, grâce à cette enquête, que le sujet, et nous, on est situé juste à côté d'un nouvel entrepôt de Amazon. Et donc, ils nous ont embauché énormément de collaborateurs, ils ont fait un appel d'air et on avait de plus en plus de mal à recruter. Donc, on a augmenté les salaires. Et en fait, on n'arrivait pas à améliorer notre rétention. On s'est aperçu que, à force de ne pas avoir assez de personnes, on était en heures supplémentaires, etc. Dans l'enquête, en réalité, le vrai sujet pour retenir les personnes, c'était le temps de repos. C'était pas la rémunération qui était OK, mais c'était les temps de repos. Et en fait, on était dans une espèce de cercle vicieux. Il fallait complètement changer le fusil d'épaule, alors négocier avec nos clients, moins de volume et faire en sorte que nos collaborateurs puissent vraiment avoir le repos auquel ils s'attendaient. Donc, quels sont les leviers de l'engagement? En fait, ils sont spécifiques à chaque situation, chaque contexte, chaque équipe. On a des équipes où le niveau d'engagement est extrêmement bas. Et on a des équipes, on a une business unit où le niveau d'engagement est à 82% sur toute la business unit, y compris les opérateurs en usine. Donc, en fait, on voit vraiment que c'est possible. On peut améliorer l'engagement de l'ensemble d'une organisation, y compris sur l'ensemble des jobs, en actionnant un certain nombre de leviers. Et chez nous, les leviers sur lesquels on va du coup travailler et qui sont vraiment ceux pour demain, c'est la proximité des dirigeants sur le terrain. C'est toute notre stratégie de Inspire dont j'ai parlé tout à l'heure, avoir la possibilité de vraiment la décliner au quotidien. C'est notre impact sur l'environnement, je l'évoquais. C'est la reconnaissance. Alors, la rémunération à certains endroits, oui, très fort, à d'autres, pas spécialement. Et à chaque fois, on a comparé avec le marché local, parce qu'il y a un énorme biais culturel. Donc, à chaque fois, on avait les données qui nous permettaient de comparer dans le pays donné. Mais la reconnaissance par le manager, par l'entreprise, notamment des plus anciens. Et puis, dernière chose, on a posé la question sur nos 4 lettres de deal dont je parlais tout à l'heure, la décision plus proche du terrain, everyone has a say, tout le monde peut s'exprimer à travers Bonduel et Learn and Challenge. Et on leur a demandé, est-ce que vous pensez qu'on est everyone has a say, etc. Et on s'est aperçu que ces 4 questions, en fait, on avait eu de la chance, sont exactement corrélées au levier de développement de l'engagement, puisqu'elles avaient une corrélation par rapport au niveau d'engagement. Mais on s'est aperçu que c'était très différent selon les opérateurs en usine ou le top management. Le top management nous dit il faut absolument que vous modifiez, qu'on modifie la décision plus proche de l'action. Tandis que les opérateurs nous disent non mais ça, nous, c'est pas notre sujet en fait. Nous, notre sujet, c'est qu'on a envie d'être entendu. On veut qu'on nous explique. On veut que ce qu'on nous demande de le faire, on le comprenne et on ait une vraie contribution, on soit reconnu pour cette contribution, et on veut être across organisation, donc vraiment avoir des liens les uns avec les autres. Donc en fait,
les leviers de l'engagement chez nous, aujourd'hui en 2021, c'est une liste, et puis l'innovation aussi. On s'est aperçu que notre top management disait, pour être plus fier de l'entreprise, pour croire à l'entreprise demain, il faut qu'on innove davantage. Donc ça a été une mine d'informations extrêmement puissante. Et ça, je vous le parle au global, mais après, dans chaque équipe, on sait exactement là où ça fait mal et là où il faut travailler pour que l'année prochaine, puisque maintenant on va mesurer l'engagement tous les ans, on puisse améliorer ça. Et puis, on va aussi mettre en place des enquêtes Pulse, c'est-à-dire que tous les 2 mois, chaque manager fait partir une enquête, un outil de dialogue, mais avec des questions qui bougent et qui ne sont pas toujours les mêmes, pour vraiment améliorer un peu au quotidien. En fait, c'est à monitorer au quotidien. Je pense que du coup, tu as répondu à la question d'Élodie Bossan sur l'engagement des collaborateurs qui n'est pas évident à évaluer, notamment parce qu'il correspond à un rapport subjectif au travail. Souvent, quand on parle et quand on regarde les indicateurs d'engagement, on regarde souvent le désengagement pour en déduire l'engagement, ce qui est quelque chose quand même assez paradoxal. J'ai l'impression qu'il n'y a pas forcément de formule magique. Alors, depuis tout à l'heure, dans le chat, comme dans les questions, on cherche une formule magique, mais j'aime bien ce que tu disais en disant, voilà, les leviers sont spécifiques. Ça peut être à plein de niveaux. On parle de motivation, d'épanouissement, de cash, de sens. On peut parler de plein de choses, mais à la fin, ce qui est important, c'est que chacun puisse définir le cadre qui correspond à son entreprise, à ce qu'il veut faire. En tout cas, c'est comme ça que je synthétise ce que vous avez dit. Il y a 2 autres questions du coup qui sont plutôt pour Marine. Donc c'est Arnaud Billard qui écrit bonjour Marine, au sein de Monduel, soutenez-vous la parentalité et les aidants salariés qui sont 2 périodes très compliquées pour les collaborateurs et qui peuvent nuire à leur engagement. Donc là, on est vraiment sur des moments assez spécifiques. Merci Arnaud. Alors, on est en train de regarder un certain nombre d'initiatives dans le cadre de notre démarche Bicorp. On n'a pas encore légiféré là-dessus au niveau international. Maintenant, on a selon les organisations, une vraie attention aux personnes en difficulté, mais je dirais que c'est presque plus culturel qu'une règle. Donc non, on n'est pas encore au rendez-vous d'une règle explicite et ferme là-dessus. Par contre, il y a énormément d'initiatives qui sont prises un peu partout sur ce sujet-là, et je pense que ça a un impact énorme sur le niveau d'engagement, c'est certain. Et puis j'ai vu une autre question aussi sur avez-vous impliqué les collaborateurs dans la définition de la mission? Alors oui, alors pas autant que je l'aurais voulu, mais oui, on a utilisé un outil digital pour le coup parce qu'on ne pouvait pas à ce moment-là faire des grandes conférences et réunir tout le monde avec de l'intelligence collective. On était encore en période de confinement ou entre deux. C'était au printemps dernier. Et on a mis en place un outil digital extrêmement interactif et assez riche, avec beaucoup de pédagogie, avec des choix à questions multiples, des commentaires, etc. Et on a proposé 2 types de missions avec alors c'était pas à l'opposé, on restait bien chez Monduel, hein, mais 2 types d'approches. Et en fait, pour la petite histoire, notre CEO et j'ai envie de dire une bonne partie du COMEX préférait l'option A. Et on se disait c'est bien celle-là qui va tomber. En fait, l'option B est tombée à 80%. Et on a choisi l'option B. Donc oui, on a sollicité. Alors au final, c'était 600 collaborateurs. Donc c'est pas les 14 000, mais on a quand même bien brainstormé sur la mission dans une démarche collaborative. Super. Alors je vois que l'heure tourne et il est 55. Juste peut-être par rapport à tout ce qu'on s'est dit, pour répondre à notre question de départ, qui était comment créer les conditions durables de l'engagement. Finalement, si je synthétise, on a l'engagement au travail, la valeur du travail, l'engagement dans son métier, son collectif et l'engagement dans l'entreprise. C'est ce que Marie, tu nous disais en tout début de webinaire. Et puis au final, on est en train aussi de se dire que c'est quelque chose qui se regarde régulièrement, pour pas dire quotidiennement même, mais c'est un travail qui est un travail de façon de longue haleine, que c'est spécifique à chaque entreprise, sa culture, voire aux différentes équipes, que pour finalement faire en sorte que ça marche, quelles que soient les périodes, Covid ou toutes les autres périodes, il y a une implication, il y a une logique de co-construction, de participation qu'il faut mettre en place parce que ça fédère aussi et ça permet d'aller un cran plus loin dans l'engagement et dans la définition, d'être acteur un petit peu aussi de son entreprise. Au-delà de dire que je suis manager, top manager ou actionnaire, j'ai aussi moi mon rôle à jouer et je l'exprime. Et à la fin, c'est, je pense, ce qu'on évoquait
tout à l'heure, mais des hommes et des femmes clés, que ce soit des managers, que ce soit des ambassadeurs. Marine, tu parles souvent de ton CEO. Il y a des personnalités qui sont aussi importantes, plus ou moins haut dans la hiérarchie. Des fois, ce sont nos pairs, mais qui vont aussi nous aider, nous permettre de créer les conditions. Alors je vais reprendre les conditions d'un environnement capacitant. C'était ça? Il y a un sujet que j'aime bien, et promis, après je me tais, que je trouve, et c'est pour ça que c'est souvent spécifique, c'est de travailler sur les irritants. En fait, on peut parfois faire plein de choses merveilleuses et tout peut être freiné ou abîmé par les irritants. Et par exemple, dans notre enquête, on s'est aperçu que on peut avoir des conditions de travail qui sont parfois un peu difficiles parce que nos équipes travaillent dans le froid, notamment pour les salades et tout ce qui est frais. Et on a eu plusieurs réponses, plusieurs indications sur le fait qu'à certains endroits, l'eau des toilettes pour se laver les mains était froide et que c'était extrêmement pénible de ne pas pouvoir bénéficier d'eau chaude. Et ça nous paraît, nous, peut-être bête pour des gens qui sommes en bureau, qui ne sommes pas confrontés à ces conditions de travail. En fait, c'est énorme. Et on s'aperçoit que parfois, des petites choses ont un grand impact sur le quotidien des collaborateurs. Et si on n'est pas conscient de ces choses-là, si on n'écoute pas, on peut passer à côté de choses évidentes, énormes, l'éléphant dans la pièce, qui vont avoir un impact malgré tout sur l'engagement. Parce que c'est une marque de respect. Il y a 2 questions qui viennent d'apparaître. Il nous reste 2 minutes. Alors, pour ceux qui veulent faire les troisièmes mi-temps, on aura la possibilité de rester potentiellement un tout petit peu plus et déborder. Une première question qui est quid du surengagement? Je ne sais pas si Marie veut prendre. Je ne sais pas, mais toutes les deux, vous avez eu la même réaction qui est oh là. Oui, le surengagement, c'est ce que je disais un petit peu au début, hein, c'est quand on accorde une centralité finalement à son travail et un besoin de reconnaissance qui finalement grandit à mesure qu'on avance, hein, c'est-à-dire qu'on n'arrive jamais finalement à une satisfaction parce que voilà, on attend toujours plus. C'est un vrai sujet, c'est un vrai risque. Quelqu'un a parlé dans le chat des risques psychosociaux, hein, et c'est vrai que je disais que les gens ont pris sur eux pendant la crise. Il y a aussi voilà, des gens qui prennent sur eux au sens où finalement ils prennent trop sur eux et peut-être justement avec une individualisation, une responsabilisation trop forte, hein, et d'où l'importance toujours du collectif et toujours du soutien des collègues pour faire face à ce risque aussi. Et avoir des signaux d'alerte. Moi, je trouve ça vraiment très intéressant, ce que vous avez dit tous les deux, hein, de considérer que rien n'est figé et qu'on est toujours en train de prendre des signaux faibles pour savoir un petit peu quelles sont les tendances, ce qui est en train de se passer et comment agir. Alors, enfin, les indicateurs, ils sont, enfin voilà, Marine l'a dit, hein, c'est des indicateurs globaux, c'est comme le NPS, hein, pour la relation client, c'est pas intéressant en soi, quoi, hein. Ce qui est intéressant, c'est de voir pourquoi, comment, qui, de redescendre en effet dans les différences, enfin de trouver les facteurs différenciants, et puis ce que disait Jordan, je crois dans le chat, de les mettre en débat. L'intérêt du chiffre, c'est pas le chiffre, hein, c'est que c'est un support pour la discussion. Et donc partir de ça, en fait, le taux d'engagement, c'est pas le résultat, hein, c'est le point de départ, et partir de ça pour mettre en discussion, pour mettre en débat, peut-être se soulever des irritants qui peuvent être centraux, mais aussi tout ce qui a été dit sur la reconnaissance du travail, hein, et la reconnaissance des savoirs, des savoirs, y compris des savoirs ouvriers, hein, voilà, je pense que tout ça fait partie, finalement, des fois on râle sur l'eau des toilettes, et ça peut aussi, alors ça ne veut pas dire que ce n'est pas un vrai sujet, hein, parce que je pense que c'est aussi un vrai sujet, mais ça peut aussi vouloir dire beaucoup plus que ça, en fait. Il est 19h01, donc nous sommes arrivés au terme de notre heure tel que prévu. Je ne sais pas si on peut prendre une dernière question ou si ça y est, on a épuisé tous nos participants. En tout cas, on peut peut-être se laisser une dernière question pour ceux et celles qui veulent. Et si ce n'est pas le cas,
À ce moment-là, je me permettrai de rebondir. Est-ce qu'il y a une dernière question? Est-ce que quelqu'un est en train d'écrire? Jordan, en tout cas, que j'arrive pas à comprendre, selon vous, dans quelle mesure la discussion autour du travail peut également être un levier d'engagement? Est-ce un levier pour être sollicité par les managers de proximité? Sinon, je sais pas si on a une. Non, mais on peut prendre celle-là. De toute façon, Marie a commencé à y répondre avec la mise en débat sur la discussion qu'on peut avoir autour du travail, de ce que l'on fait, je pense, au quotidien. Ça permet de travailler l'engagement vis-à-vis de la valeur travail, du métier et de l'entreprise. Je vais garder ces trois points-là. Je pense que la question derrière, c'est quel est le rôle du manager par rapport à tout ça? On n'a pas eu l'occasion de l'aborder, on l'avait prévu, mais on a un peu débordé sur le timing. Mais c'est pas grave, ça nous donnera l'occasion de faire un autre webinaire plutôt dédié sur les managers et pas forcément que de proximité. On a pas mal de choses à dire. Allez, une dernière question. J'ai vu Célina Pépéjean. Pardon. Sur Bicorp, oui, en fait, on a une équipe en charge de la RSE qui travaille sur Bicorp, et dans chacune de nos business units, on a maintenant une personne dédiée à ça. Et chez nous, la RSE et la com externe sont au COMEX. C'est un rôle stratégique, puisqu'en fait, on veut vraiment que ce soit une contribution qui impacte la nature des produits qu'on produit, la manière de les fabriquer, et qui est vraiment toute sa place dans les questions stratégiques. Donc, on a une petite équipe en centrale et surtout décentralisée dans l'ensemble des BU. Et puis, dans les pays, en fait, ce sont des personnes qui sont en charge d'un sujet opérationnel, qui en plus prennent le sujet Bicorp avec une animation de réseau pour travailler ensemble. Super. Bah, écoutez, merci à toutes les deux. Merci Marie, merci Marine. Je ne sais pas si Stéphanie peut répondre à ma question, mais on va peut-être laisser le chat un peu ouvert. S'il y a des questions, on essaiera d'y répondre dans la mesure du possible. Et puis, j'espère que ce webinaire sur l'expérience collaborateur en appellera d'autres. Et du coup, on continuera un cercle de webinaires ensemble et idéalement ensuite la prochaine fois en présentiel. Merci. Merci pour tout. Merci à toutes les deux. Merci pour les échanges. Merci pour les questions. Et du coup, n'hésitez pas, si vous avez des questions complémentaires qui vous viennent dans la nuit ou demain matin sous la douche, on sera ravis d'y répondre. Merci beaucoup. C'était un plaisir d'avoir l'occasion de partager avec vous. Merci pour ce chat et vos échanges. Moi, ça m'a fait progresser, aller plus loin. Je suis d'accord, c'est une expérience à renouveler. C'est bien de pouvoir croiser comme ça des regards sur des choses assez concrètes et on a brassé quand même pas mal de sujets, hein, mine de rien. On a eu quelque chose de très dense. C'était intéressant d'avoir en effet le côté, je dirais, universitaire et terrain. Donc, à refaire avec plaisir. Merci à tout le monde. Et le webinaire a été du coup enregistré et sera disponible en replay pour tous ceux qui veulent continuer à creuser ou réécouter ou partager nos échanges. À bientôt. Merci Kazem. Merci à vous. Au revoir Marie. Au revoir. Au revoir.